essor, et qu'à un moment ça bloque, on ne sait plus très bien où on en est, puis ça repart. Et là, précisément, dans les années 2000, la discipline des réseaux de neurones était vraiment dans une impasse. Il y avait vraiment très peu de scientifiques qui s'y intéressaient encore, et quand ils allaient dans des colloques, vous savez, il y a des grands colloques en informatique comme dans tous les domaines scientifiques, on les mettait la session du mercredi après-midi dans la salle 4B, ils étaient 10 ou 15 au 3e étage, au fond du couloir, c'était un peu ça. Sauf qu'il y avait donc ils étaient quelques-uns à quand même à continuer à dire il y a quelque chose là. Et puis ça a débloqué avec trois chercheurs, dont d'ailleurs un Français qui s'appelle Yann Lecune, qui maintenant je crois est directeur, directeur scientifique de... J'hésite toujours entre Facebook et Google, il faut que je vérifie, il est chez un des deux. Donc des gens très brillants, et qui ont vraiment fait un déclic, trouvé une nouvelle méthode que je ne peux pas vous expliquer en détail, parce que c'est quand même, ça dépasse là mes compétences, j'ai peut-être pas assez de neurones, mais il faudrait que je bosse surtout beaucoup plus, mais qui s'appelle l'intelligence, la deep learning, l'apprentissage profond, et qui a vraiment débloqué le domaine, avec notamment 2 applications bien connues, enfin qui maintenant commencent à être bien connues, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont développé cet algorithme à un moment où peut-être auparavant ça ne pouvait pas marcher, mettons 15 ans auparavant, mais là ça marchait, parce qu'il y avait 2 conditions nouvelles qui étaient apparues et qui permettaient que ces algorithmes mis au point par M. Lecune et ses amis, qui sont des très gros algorithmes, donc qui, très schématiquement, ils vont comparer plein d'images, par exemple, plein d'images de chats, et à chaque fois, ils vont dire est-ce que tu reconnais, est-ce que tu associes, puis au bout d'un moment, la machine va finir par dire bah oui, c'est un chat. Au début, on lui présente des locomotives et des chats, et des chiens, et des nénuphars, et des je sais pas quoi, puis à chaque fois, il y a un processus d'itération qui lui dit non, là c'est pas bon, là tu te rapproches de la vérité, etc. Et pour faire ça, il faut des algorithmes très puissants, donc ça suppose des ordinateurs très puissants. Alors, dans les années 50 ou 70, vous savez que les ordinateurs étaient, par exemple, chacun et chacune d'entre nous, quasiment, j'imagine, on a un téléphone portable dans la main ou dans la poche ou dans le sac. Vous savez que c'est aussi largement plus puissant que l'ordinateur IBM des années 50 qui devait occuper une armoire longue comme ça. Donc voilà, il y avait des ordinateurs très puissants pour faire tourner ces algorithmes. Et puis il y avait un phénomène nouveau qui était apparu depuis le début des années 2000, c'est une masse de données, des data, mise en œuvre par Facebook, par Amazon, par Microsoft, voilà, pour les plus connus d'entre eux. Et donc, ils pouvaient faire tout un tas de comparaisons. Donc, cette conjugaison d'un nouvel algorithme, d'intelligence artificielle, le deep learning, d'ordinateurs très puissants qui pouvaient le faire tourner, et de données en quantité absolument massive à disposition de ces grands géants, ça a permis de faire en sorte que cette nouvelle technique mise au point par ces chercheurs a trouvé tout de suite des applications. Et que précisément, ces messieurs, c'est surtout des messieurs et quelques dames de Facebook, d'Amazon, de Google, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, puis il y en a d'autres qui sont moins connus, se sont engouffrés dans ces techniques et ont continué à se développer pendant toutes les années 2010. Alors ça, et ont acquis une puissance et un dynamisme totalement nouveau qu'ils ont finalement impulsé à l'ensemble du capitalisme. Alors ça, il y a un point par lequel on le voit, et je suis assez content d'être, en tant que journaliste, avoir mis ça en exergue, c'est on regarde simplement l'évolution des cours de bourse de ces 5 grosses boîtes. Et en gros, elles étaient déjà connues dans les années 2000, hein, elles sont apparues dans les années 90, elles ont pris leur essor dans les années 2000, et c'était déjà des gros joueurs. Mais leur cours de bourse était encore relativement faible. C'était quelques, je ne sais pas les chiffres en tête, c'est dans le livre, quelques milliards, éventuellement dizaines de milliards. Mais à côté de General Motors, de Walmart, c'était encore des petits joueurs, quoi. Et puis là, précisément, on voit que dans ce tournant de 2008, 2009, 2010, ça va commencer à grandir de manière très importante, au point que maintenant, ces grandes firmes, avec d'autres comme Tesla de Elon Musk, etc., sont largement les plus puissantes du monde, ont une capitalisation boursière qui vaut par exemple 7 fois celle de Exxon. Exxon, ça a été longtemps la plus grande société pétrolière du monde et la plus grande société pétrolière, enfin la plus grande capitalisation boursière, comme on dit, de Wall Street. Maintenant, c'est loin derrière ceux qu'on a cités. Alors, quelles conséquences ça a eu? Ben, ça a eu que
ça veut dire un pouvoir économique. La capitalisation boursière reflète une puissance économique et donne une puissance économique. Donc un pouvoir économique extrêmement fort, donc la capacité de répandre ces produits informatiques, Internet, par toutes les voies, et on est tous maintenant très familiers de ce qui se passe. On subit même des attaques informatiques, donc on est parfois un peu gêné. Oh là là, attends, mais j'ai plus mon truc. Bon, ben, je vais recopier à la main, et donc ça prend du temps. Donc on a plus de retard que le RERB. Une puissance politique, évidemment. Chaque fois que, surtout, je suis obligé d'aller un peu vite, donc quand même un mot. Avec la puissance dans le développement du néolibéralisme, il y avait eu le développement en quelque sorte avec ces inégalités, donc de pouvoir économique fort de la part des dominants, hein, on va les appeler comme ça pour faire simple, et qui en gros ont perverti en quelque sorte de plus en plus la démocratie et ont acquis un pouvoir politique. On va appeler l'oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns sur l'ensemble. Donc éventuellement on viendra dans la discussion là-dessus, mais évidemment ces gros joueurs ont eux aussi un pouvoir politique, soit directement parce qu'ils influencent des responsables politiques, ils les aident dans les élections, surtout aux États-Unis, où ils peuvent financer les campagnes, mais ça joue aussi, par exemple en France. Vous savez que M. Macron avait eu en quelques mois énormément d'argent de riches entreprises ou personnes, un pouvoir aussi médiatique, donc il possède des médias, on le connaît bien en France, mais ça joue aussi dans les autres pays. Et puis aussi un pouvoir idéologique, c'est-à-dire la capacité à projeter un nouvel imaginaire, une nouvelle vision du monde. On sentait bien que celle du néolibéralisme était quand même sur le déclin, notamment avec cette crise de 2008. Ce qui s'est passé, c'est que progressivement, ces grosses firmes qui venaient beaucoup de la Silicon Valley, donc avaient développé depuis les années 70 avec Internet une idéologie d'abord libertarienne, c'est-à-dire très individualiste, très axée sur la compétition, et puis une fois dans la technique et le développement de l'informatique très, très grande, avec cette nouvelle puissance qui donne une confiance énorme dans ceux qui sont aux commandes de ces énormes entreprises, donc leur vision du monde a la capacité à se projeter sur l'ensemble. Et cette vision du monde, elle se fonde sur une fois de plus, une foi dans la technique absolument énorme, avec un certain nombre d'idéologues, par exemple Ray Kurzweil, qui est un homme important, qui est toujours vivant, qui a développé l'idée de la singularité 2.0, avec d'autres, et l'idée que la technologie est en voie d'accélération, que toutes les technologies, l'informatique, la cybernétique, la nanotechnologie, la biotechnologie, etc., ça va fusionner, ça va se renforcer les uns les autres, et on va vers une situation où les machines vont acquérir une intelligence, une capacité plus grande, peut-être que celle des humains. Et donc il faut s'adapter à ce nouveau monde. Et peut-être qu'il va y avoir aussi des humains qui vont s'hybrider avec ces machines. Donc on va aussi développer, et ça c'est par exemple le transhumanisme, c'est quand il y a quelques années, je pense encore que c'était un peu anecdotique, c'était une sorte de fantaisie d'un certain nombre de gens un peu dingos. En fait non, c'est vraiment une idéologie qui est appropriée, enfin, qui est perçue par beaucoup de gens de cet univers technologique. C'est le fait que l'humanité s'apprêterait à passer avec la technique, en fusion parfois avec la technique, vers un nouvel stade de son évolution biologique. Donc ça se traduit aussi par la recherche de l'immortalité de manière tout à fait sérieuse. Alors déjà on passe, et il y a beaucoup de recherches soutenues par les grands leaders des GAFAM dans des techniques pour allonger la vie humaine, par essentiellement les biotechnologies. Et tout ça développe une vision dans laquelle, en fait, comme le dit de manière très surprenante M. Harari, qui écrit des livres best-sellers, je serais étonné qu'il n'y ait pas Homo sapiens dans la médiathèque. C'est un livre qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde et qui pour moi est un manifeste du nouveau capitalisme. Eh bien, si vous lisez à un moment, Harari parle, et pas du tout au second degré, mais comme quelque chose qui va se passer, de surhomme. Il emploie le terme de surhomme. Il y aura des surhommes
qui auront la capacité à être dans cette fusion, dans ce dialogue, dans cette hybridation avec la machine et les nouvelles techniques. Et puis il y aura les castes inférieures. C'est dit avec ces termes-là. Voilà, et ça, alors il y a d'autres textes d'auteurs moins connus qui reprennent la même idée et qui acceptent cette idée, parce que dans cette vision du monde, dans cette nouvelle idéologie que j'appelle de technocapitalisme ou l'idéologie techniciste, il devient clair que tout le monde, elle ne profitera pas à tout le monde. Elle ne sera pas appropriée, possible pour tout le monde. Et là, c'est vraiment non seulement un nouveau paradigme du capitalisme, qui lui a redonné un nouveau dynamisme, qui se traduit par exemple par le fait que quelqu'un comme Klaus Schwab, qui est le directeur du forum de Davos, le forum économique mondial, vous savez, qui se réunit, pas depuis un an en vrai à cause du Covid, mais qui se réunit à Davos, et qui réunit l'oligarchie mondiale et qui exprime un petit peu les tendances dominantes des classes dirigeantes, parle de la révolution 4.0, la révolution numérique, tout technique. Voilà. Ils admettent aussi, par exemple, dans ce développement de l'intelligence artificielle, ils admettent aussi, ou ils le disent de manière claire, Bill Gates le premier, que ça entraînera moins de travail et probablement énormément de chômage. C'est quelque chose qui est là aussi accepté. La question écologique, on va y revenir un petit peu après, mais est un peu laissée de côté. Mais là aussi, on admet, consciemment ou pas, ça c'est pas très clair, mais l'aggravation constante de la catastrophe écologique. Et en fait, il y a l'idée qu'on s'en sortira par diverses techniques, géo-ingénierie, les OGM, la capture de séquestration du carbone, enfin, le nucléaire magique, etc. Mais on admet qu'il y aura une dégradation du climat qui fera qu'il y a un certain nombre de gens qui ne pourront pas se protéger, qui seront exposés directement. Pour reprendre le terme de Philippe Alston, un représentant des Nations Unies pour les droits de l'homme, il y aura un apartheid climatique. Et en fait, ce technocapitalisme qui admet le développement de la technologie comme avenir de l'humanité, le fait que ça ne concernera pas tout le monde, mais seulement une partie des gens, et que, c'est une rupture profonde avec l'idéal, ou l'idéologie, ou la philosophie politique qui a inspiré la culture occidentale et européenne depuis plusieurs siècles, à savoir la philosophie des Lumières, qui est issue de l'humanisme et qui, grosso modo, dit que tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur culture, leurs coutumes, leur niveau de revenu, tous les êtres humains participent du projet humain, ont une égale dignité et un égal droit à participer à l'avenir, à la discussion collective. C'est évidemment un idéal, on le sait bien, mais malgré tout, c'est un idéal qui a inspiré pendant 2-3 siècles notre culture, et qui a quand même conduit à une institution comme celle des Nations Unies et la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, qui est, malgré tout, une fois de plus, c'est des outils très imparfaits, mais qui expriment l'idéal, un idéal commun. Là, ce qui est en train de s'esquisser avec le technocapitalisme, c'est il y aura, pour reprendre les termes d'Harari, les surhommes, ceux qui seront adaptés à ce nouveau monde de l'évolution humaine, et puis les castes inférieures. Donc on ne sait pas très bien ce qu'elles deviendront, mais pas forcément un sort parfait. Et donc, il n'y a pas eu du tout de remise en cause du capitalisme après cette grande crise de 2008-2009, mais au contraire un approfondissement, un renouvellement idéologique, un nouveau paradigme, une nouvelle confiance en soi qui se saisit de tout. Et par exemple, le Covid, on pourrait dire que le Covid est né aussi de ce désordre du capitalisme, parce que fondamentalement, il est né de la destruction des écosystèmes qui ont conduit à ce que un organisme, alors un virus n'est pas tout à fait vivant, mais il se comporte tout à fait comme un organisme vivant, avec une écologie, car l'adaptation aux conditions extérieures qui avant étaient enfermé, enfin pas enfermé, mais trouvait son expression parmi plein d'espèces de chauves-souris au fin fond d'un certain nombre de forêts ou de milieux écosystèmes. Et comme peu à peu on a détruit de manière continue ces écosystèmes, eh bien, ces organismes nuisibles se retrouvent en contact beaucoup plus direct avec l'espèce humaine. Et maintenant nous sommes devenus, par exemple pour le SARS-CoV-2, l'écosystème de cette espèce de virus. Voilà, donc ça c'est à nouveau quelque chose qui s'est
d'une certaine manière, dans le refus du capitalisme de mettre des freins à sa destruction, à son besoin infini de recréer de la valeur en détruisant et en transformant la biosphère et les ressources de la biosphère, nous a conduit à la situation dans laquelle nous sommes et qui n'est pas... enfin bon, ça sera un autre débat, on en parlera peut-être. Mais au passage, il est à nouveau capable de se servir de la crise. Et donc, d'une certaine manière, la crise du Covid permet d'accentuer, d'accélérer ce projet technique, puisqu'on est dans un univers de numérisation de plus en plus grand par... enfin voilà, le télétravail, on a tous fait des réunions Zoom ou Team ou je sais pas quoi, des Slack, des slides, voilà, les enfants, ils essayent de développer et d'imposer le développement d'un enseignement numérique de plus en plus, plutôt que d'avoir un vrai contact humain entre les professeurs et les élèves. Enfin, on voit bien à quel point le Covid est, comme l'a dit, comme le dit la philosophe Barbara Stiegler, c'est un effet d'aubaine pour le capitalisme. Ça leur permet, même si ça complique beaucoup de choses à certains points de vue, mais ça leur permet de développer encore cette voie de la numérisation, qui est une voie royale de ce techno-capitalisme. Alors, ouais, je ne vais pas être trop long non plus pour qu'on ait le temps de discuter un peu. Mais quand même, il y a un point important, c'est que cette vision, elle n'est pas vraiment partagée par tout le monde. C'est-à-dire que même si tout le monde n'a pas lu Que crève le capitalisme, il y a quand même un large, aussi bien dans nos pays que dans les pays du Sud, ou ailleurs d'ailleurs, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, on sent de plus en plus que le nouveau projet, cette vision du monde, ne concerne pas tout le monde. D'une certaine manière, quand il y avait eu le projet, revenons à ces 30 glorieuses, qu'en France on appelle les 30 glorieuses des années 50, 60, 70, il y avait une confrontation forte idéologique entre le monde libre, comme on disait, et l'URSS, l'Union soviétique, mais la capacité à l'époque du capitalisme portait la liberté, portait aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, qui avait quand même été un désastre absolu, le promesse d'amélioration du niveau de vie, d'amélioration de la vie générale. Enfin, il y avait un projet collectif qui convainquait une très large partie des populations et dont